Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque jeudi, ici même, sur Télésud, dans Ça fait débat. Bienvenue à vous tous. Vous pouvez commenter, réagir sur l'actualité. Vous le savez, la page Facebook Ça fait débat n'a pas bougé. Et puis sur Twitter, CF Débat, vous le savez, nous allons tenter de décrypter l'actualité, analyser l'actualité, et puis aussi certainement peut-être allons-nous polémiquer ce soir concernant les différents sujets. Allez, c'est parti, au menu, au sommaire de l'édition concernant Ça fait débat. Eh bien, nous allons en direction le Mali, Kidal, zone de non-droit pour les manias. Kidal, une bombe à retardement, c'est la question qu'on pose. L'Élysée français, bien sûr, juge normal que des tensions et des poches sporadiques de terrorisme persistent au Mali. Et vous, alors, vous en pensez quoi? Direction le Nigeria, pourquoi Boko Haram s'attaque à des étudiants? La première question. Seconde question, est-ce qu'on s'oriente vers une guerre religieuse, et puis enfin, quels incidents sur les pays amis, le Bénin par exemple, et d'autres pays à côté. Contrôle aux faciès, l'État français devant la justice. Pour la première fois, on en parle tout à l'heure, vous savez, 13 plaignants pour contrôle aux faciès déboutés face à l'État. Et on finira avec le foot, le ministre tunisien des sports mis en cause dans une affaire de corruption. Et en seconde partie de cette émission, eh bien, nous recevrons le ministre sénégalais de la Culture. Il s'agit de monsieur Abdoulaziz Mbaye. Voilà, ça fait débat. Vous le savez, ça n'a pas bougé. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour débattre et commenter l'actualité, eh bien, autour de ce joli plateau, que des hommes, très peu de femmes. Gabriel Mbarga, bonsoir, journaliste à Télésud. Bonsoir. Adil. Comment ça va? Ça va très très bien. Tout va bien pour toi? Oui, je suis rassuré parce qu'il y a un spécialiste du Mali. C'est très compliqué. Alors si c'est très compliqué, effectivement, on va tenter de décrypter cette actualité. À ses côtés ou en face, Makela Ngebla. Bonsoir. Bonsoir Adel. Comment ça va? Très bien. Le célèbre, attention, alors là on a quand même la chance, c'est qu'il a accepté notre invitation, le célèbre blogueur tchadien, naturellement, n'est-ce pas, qui est dans la ligne de mire du Tchad. Du Tchad. N'est-ce pas? Et principalement des débits, surtout. Absolument, surtout et principalement. Nous tenterons aussi de commenter l'actualité avec vous. Bernard Pinatel, qui est le président de LP Conseil, il est animateur aussi du blog géopolitique et géostratégique. Il s'appelle Monsieur Pinatel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très très bien. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. J'ai pas fait d'erreur, non? Non, c'est bon. D'accord, bon, très bien. Allez, et vous pouvez le commenter et réagir à l'actualité sur Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat. Ce que je vous propose tout de suite, messieurs, c'est d'attaquer tout de suite avec le Mali. Nous regardons ce premier sujet proposé par la rédaction de Télésud et on revient tout de suite pour commenter ici même l'actualité et cette actualité plus précisément. Regardez. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque suicide qui a fait 2 morts samedi dernier à Tombouctou. Au-delà des 2 civils tués, le gouvernement malien a affirmé que 7 soldats ont été blessés dans l'attentat. Au lendemain de cet attentat de Tombouctou, c'est la ville de Kidal qui à son tour été visée. Elle a échappé de peu à un autre attentat. Le kamikaze s'est tué en faisant exploser accidentellement sa bombe. Il n'a pas fait d'autres victimes. Le nord du Mali est donc de nouveau sous tension. Aux attentats suicides de ces dernières 48 heures s'ajoutent des échanges de tirs entre armées régulières et rebelles Touareg. Ce lundi, de nouveau à Kidal, l'armée malienne et des combattants du MNLA ont échangé des tirs nourris en centre-ville. Bilan, 3 blessés. La situation est redevenue calme à la mi-journée après l'intervention des Français et des casques bleus pour séparer les combattants. Selon plusieurs sources sur place, les populations sont terrées chez elles et l'armée malienne a reçu des renforts. Allez, tentons de comprendre, messieurs, justement, le Comité international de la Croix-Rouge, qui assiste à 1,5 demi-million de personnes dans le centre et le nord du Mali, a exprimé son inquiétude après le regain de tension dans le nord. Qui veut commencer? Monsieur, peut-être Jean-Bernard Pinatel. Oui, bon, pour moi, le nord du Mali, notamment tout le massif des Ifoghas, où il y a Kidal, c'est une zone touareg. Et on sait bien que dans cette région, il y a des différences de culture très profondes. Alors, moi, je pourrais prendre l'exemple des Basques avec les Français. Tant qu'on n'a pas donné au Pays basque espagnol une autonomie qui soit de la police et de lever l'impôt, même si on en donne une partie à Madrid, actuellement, eh bien, il y a eu du terrorisme. Là, on peut très bien, je pense, penser l'indépendance, l'unité territoriale du Mali avec une région autonome. Vous êtes en train de nous dire que c'est une zone de non-droit pour les Maliens? Non, ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone où il faut que l'administration soit une administration touareg. Parce que si on prend des gens du Sud et on les amène là, il y a de telles différences culturelles, de tradition, etc., que ça s'accroche. Et ça a toujours existé, ça a existé au Tchad dans le passé, ça existe là, du temps de la colonisation, ça a existé de la même façon. Donc il faut tenir compte de ces faits culturels qui sont très profonds.
mais surtout, c'est qu'il y a aussi une surenchère à Bamako politique qui est notamment avec le capitaine maintenant général Sangoro, etc., qui déstabilise un peu le pouvoir en disant il faut absolument assurer une indépendance complète, entière, que partout la même administration, etc. Ces types de surenchère n'apportent pas des solutions au conflit. On va en parler justement, vous parlez de surenchère. Makela Ngebla, est-ce qu'on peut dire que c'est une bombe à retardement, Kidal? Merci Adel, mais merci aussi à Gabriel Mbarga, à Jean-Bernard de débattre avec moi ici dans ce plateau de Télésud. Vous savez, le Mali, je l'ai suivi très bien, au même titre que beaucoup d'observateurs africains. Le fait que l'accord signé à Ouaga, l'accord inclusif signé à Ouaga en juin dernier, visant à organiser les élections libres et transparentes au Mali, aujourd'hui, le Kidal devient un abcès de fixation, non seulement pour les acteurs aussi bien maliens, mais étrangers. La preuve, c'est que le comité pour la Croix-Rouge a fait sortir un communiqué de presse exprimant son inquiétude. Mon inquiétude est aussi totale, parce que d'un côté, les Touaregs restent armés, de l'autre côté, l'armée malienne reste armée, et les deux se regardent en chien de faïence, il y a une inquiétude réelle. Maintenant, il faut dire que franchement, avec cette allure-là, la situation va rester cristallisée jusqu'à ce que... Est-ce que Kidal, est-ce que c'est pas une bombe à retardement? Mais c'est effectivement une bombe à retardement. C'est ça que je veux savoir, parce qu'essayons de décrypter l'actualité. Oui. Enfin, on ne va pas le commenter le factuel. Oui. On a besoin d'avoir un regard un peu plus, peut-être, un peu plus précis là-dessus. C'est une bombe... Prospectif, peut-être certainement. C'est une bombe à retardement si on veut mettre l'armée malienne à Kidal. Je pense que ça ne sert à rien. Il faut laisser ce territoire des Ifoghas, je ne dis pas de Gao et Tombouctou, qui est l'Azawad, ce qui revendique, c'est beaucoup trop. Mais sur le massif des Ifoghas, laissons, et à Kidal et dans toute cette région, les Touaregs qui se sont ralliés au gouvernement malien, assurer leur police et n'allons pas faire de la provocation avec l'armée malienne. Makela, et ensuite je vous donne la parole, et ensuite Gabriel. Regardez quand même, les Mali, toujours les groupes armés terroristes de retour à Tombouctou. L'AQMI revendique l'attentat de samedi qui a tué il y a quelques jours 16 soldats. Ibeka écourte son séjour en France. Il n'y a pas un jour où on n'a pas une actualité au Mali. Regardez messieurs, menace, terrorisme au Mali, Ibeka et Hollande, pas la même chose. La vigilance. Gao, c'est pas la même chose. Il n'y a pas un jour, messieurs, jour où une actualité, d'accord, ne traite pas, il n'y a pas un jour où on ne traite pas le Mali. Donc ensuite, après Gabriel. Allez-y, je vais essayer de tenter de distribuer la parole. De toute façon, après cette reconquête, on n'a pas liquidé tous les gens de l'AQMI, du Mujao, donc ils se sont dispersés, et donc c'est normal qu'il y ait encore, notamment sur Gao et Tombouctou, des actions de type terroriste. Le problème de la région de Kidal et des Ifoghas, c'est différent. C'est un problème d'une zone dans laquelle il n'y a pas de Maliens du Sud, si on peut dire. Donc, dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali, laissons-les s'administrer eux-mêmes, laissons-les d'avoir une police. Et maintenant, l'armée malienne, Gao, Tombouctou, est dans toute cette partie-là. Mais n'allons pas aller provoquer les gens. Chaque fois qu'on a fait ça, on l'a bien vu, on a eu le TA, on a eu les choses... Enfin, c'est quand on a mis l'armée anglaise quand elle allait en Irlande du Nord, c'était pareil. Quand il y a des différences culturelles tellement profondes entre les gens, pourquoi vouloir imposer aux uns la loi des autres? Très intéressant ce que dit Jean-Bernard Pinatel. Est-ce que vous êtes d'accord, Gabriel ? Il y a des différences culturelles, en effet, mais il y a aussi des faits politiques. Parce que la situation qui existe dans les Ifoghas, elle remonte. Comme souvent, il faut toujours aller à la source des problèmes pour essayer de comprendre comment on peut les résoudre. À la fois, il y a dans cette question les deux points de vue qui ont été résumés. C'est-à-dire qu'il y a les différences culturelles qui ont toujours été très affirmées par des peuples de cette région-là, depuis toujours, et qui ont été utilisées politiquement, depuis les indépendances et pendant la colonisation, pour toujours faire une zone de déséquilibre dans le pays. Ça permet toujours aussi de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet antagonisme entre l'État central malien. Le Mali est extrêmement grand, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés, même si les 60% sont désertiques, entre l'État central et des poches culturelles très fortes et très, comment dirais-je, très attachés à leur identité, d'autant plus que ce sont des peuples qui ont un mode de vie très nomade, il faut le rappeler, et une indépendance depuis toujours dans la façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire... Oui, allez-y Gabriel, il faut qu'on avance parce qu'il y a plein de questions encore. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours l'affrontement entre l'État central
et les différences culturelles. C'est un vieil affrontement qui existe, il l'a souligné ici, et qui existe aussi dans ce cas-là. Mais est-ce que l'État central ne veut jamais laisser? Jusqu'où va aller ce bras le fer? C'est ce que l'avenir va nous dire, d'autant que ce qui se passe à Kidal aujourd'hui est doublé d'une autre problématique politique et militaire. Vous vous souvenez de toutes les alliances qu'il y a eu et qui avait conduit au coup d'État, qui a mis le président ATT de côté. Il y a un jeu de zigzag, de revirement de population. L'armée malienne a envie d'en découdre avec des gens qu'elle a considérés comme des traîtres à un moment donné et qui se sont ralliés très opportunément quand la France a décidé d'intervenir. Makela, l'Élysée notamment, vous savez, l'Élysée juge normal qu'il y ait des tensions qui persistent au Mali. Oui, parce que vous savez, les Français sont intervenus en Afghanistan, ils sont intervenus en Irak, ils connaissent les conséquences des zones où l'intégrisme, où le djihadisme s'est installé. Et c'est normal qu'ils ne soient pas surpris, et c'est normal qu'ils aient une telle position par rapport même au Nord Mali. Donc franchement, aujourd'hui, je me dis comment on pourrait s'en sortir de cette situation qui est devenue complexe, non seulement pour les Africains, mais pour la communauté internationale. Maintenant, vous savez très bien que Ibeka était de passage à Paris pour 4 jours. Il a écourté d'ailleurs son justement, ça montre l'urgence, ça montre que la situation est complètement bloquée dans le pays et que les Touaregs, tel que je comprends un peu la position en fait, de Jean-Bernard Pinatel, c'est qu'il y a des différences culturelles, les gens ne s'acceptent pas et refusent de vivre ensemble. Donc du coup, l'unité du Mali, franchement, est en péril. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Est-ce que les autorités ne sont pas un peu dépassées, Jean-Bernard Pinatel? Mais non. Franchement, dites-nous, parce que c'est vrai. Nous, on a, quand je vois comme ça de l'extérieur, et surtout, si vous voulez, avec mon regard journalistique, j'ai le sentiment, quand même, entre Hollande, qui commente l'actualité au Mali, entre Ibeka, qui écourte son séjour, entre la communauté internationale, qui ne sait plus quoi faire, plus où se mettre d'ailleurs, et on est en train de se dire, est-ce que les autorités ne sont pas dépassées, Jean-Bernard Pinatel? Premièrement, il n'y a pas... On savait très bien que même après cette partie de reconquête, ça continuerait comme ça. Ça, donc, on le savait, tout le monde l'avait dit qu'il y aurait des groupes isolés qui n'accepteraient pas d'avoir abandonné Tombouctou et abandonné Gao. Donc, ce qui se passe là, c'est tout à fait dans la logique. Alors, sécuriser une grande zone, comme vous l'avez dit, immense, ça demande du temps, mais ce n'est pas une menace pour l'État malien. Moi, où je pense qu'il y a un risque, c'est s'il y a des surenchères politiques au sein même de Bamako qui veulent recommencer ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire vouloir imposer la loi de Bamako à Kidal. Là, on risque d'avoir... Il y a des tensions sous Moussa Traoré notamment. Voilà, on risque de retomber dans ce qu'on a connu il y a 2 ans et l'année dernière. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est aboutir, non pas à leur donner toutes les revendications qu'ils ont voulu, c'est-à-dire l'Azawad jusqu'à Gao et Tombouctou, mais qu'on leur foute la paix dans le massif des Ifoghas. Bon, qu'on leur foute la paix, justement, quand dit Jean-Bernard Pinatel. On passe à ce second sujet, on reste dans le domaine du terrorisme. Je veux parler de Boko Haram, messieurs. Pourquoi Boko Haram s'attaque à des étudiants, des collégiens? Ils ont attaqué un collège. D'abord, ce que je vous propose, c'est de découvrir ces images, ce sujet, et on vient le commenter tout de suite après dans Ça fait débat. Si vous venez de nous retrouver, c'est maintenant ou jamais sur la page Facebook Ça fait débat pour commenter l'actualité. Regardez. Encore un massacre au Nigeria où au moins 40 personnes ont été tuées dimanche lors d'une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre des étudiants endormis dans le dortoir d'un collège du pays. Selon un témoin, des dizaines d'hommes armés ont fait irruption dans le dortoir et ont tiré au hasard dans le noir. Par ailleurs, j'ajoute qu'au moins 11 autres personnes ont été tuées dans une attaque par des hommes armés dans le village de Zangang, état de Kaduna, situé dans le centre-nord du pays. Je salue notre confrère Ahmed Parizeau qui était juste là, mais c'était justement pour revenir sur l'actualité au Nigeria. Messieurs, Boko Haram massacre une quarantaine de collégiens, comme vient de le souligner le JT. D'abord, vos premières impressions. Pourquoi Boko Haram s'attaque à des étudiants? C'est vrai que c'est la question, mais vraiment toute simple, qu'on se pose ici. Makela, vous qui êtes blogueur et qui avez l'habitude de mettre les pieds dans le plat. Oui, mais proche aussi du Nigeria. Vous savez, le Tchad est frontalier avec le Nigeria. Et qui, en fait, en choisissant un collège, Boko Haram a envoyé un signal fort en direction de la communauté internationale, mais aussi pour une communication. Un signal fort en direction de qui, de la communauté internationale, mais aussi en fait des autorités nigériennes. Vous savez, tuer 40 collégiens, 40 étudiants, il y a de quoi à être inquiet.
Maintenant, c'est qu'ils ont reçu leur cible. Ils vont continuer à harceler l'autorité en fait, d'Abuja. Ils vont harceler l'autorité nigérienne jusqu'à ce que leurs revendications aussi complexes trouvent un écho international. Vous savez, aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 ans que Boko Haram prend en otage toute la sous-région. Oui. 5 ans, où le Nigeria, la sous-région, le Bénin, y compris le Tchad. Imaginez-vous que les éléments de Boko Haram parviennent à faire des enlèvements, y compris au Cameroun. L'enlèvement, on peut parler par exemple de la prise d'otage de Francis... Des Français. Non, comment il s'appelle, Francis Colomb. Absolument. Vous voyez de qui je parle. Donc, qui lui a été enlevé au mois de décembre 2012, rappelons-le, dans le nord du Nigeria. Par un groupe islamiste lié lui-même à Al-Qaïda. Le Français Francis Colomb, âgé de 63 ans aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu récemment dans une vidéo postée sur Internet. Tout à fait. Donc, c'est une nébuleuse qui tient en otage la sous-région, mais aussi la communauté internationale. Vous savez, toutes les négociations avec Boko Haram n'aboutissent pas à un succès. Ça montre effectivement la capacité de nuisance de cette organisation qui, effectivement, est dangereuse. Alors, pourquoi Boko Haram s'en prend à des étudiants? Pourquoi ils s'en prennent à des étudiants? Je serais tenté de vous dire que la question est absurde. Des fois, ils posent des bombes qui vont tuer des enfants. Ce sont des gens qui n'ont pas une logique rationnelle comme vous, comme nous tous ici, qui vont se dire on va tuer. À partir du moment où on tue pour une idéologie totalement inacceptable du point de vue des autres, parce qu'en réalité, ils réclament quoi? Ils réclament l'instauration d'un État, on va dire, islamiste au Nigeria. Mais au fond, quand il dit qu'ils prennent en otage toute la sous-région, je serais tenté de nuancer. Ils ont pris les otages à la frontière du Cameroun parce qu'il y a une espèce de porosité. Mais jusqu'ici, le Cameroun est quand même à l'écart de ce qui se passe au Nigeria, même si on est très proche, parce qu'on est voisins aussi, très très voisins même. Mais la question de Boko Haram est plus complexe. Parce que la question du terrorisme ou de l'islamisme cache souvent des questions beaucoup plus... Parfois, c'est-à-dire, Gabriel, beaucoup plus trivial. Il y a un problème économique au Nigeria. Vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'on s'oriente vers une guerre religieuse? Il y a un problème économique au Nigeria. Souvent, ça cache des revendications économiques et sociales. Alors, on déguise ça en enrôlant des enfants dans des histoires auxquelles ils ne comprennent pas grand-chose. On les occupe parce que le Nigeria est un pays très, très riche, qui fait partie, qui doit être 6e producteur mondial de pétrole, c'est énorme, mais en même temps, la répartition n'y est pas. Mais en même temps, il y a un Nigeria d'en haut, qui a des satellites. Le Nigeria est un pays qui a mis des satellites sur orbite. Le Nigeria a les plus grandes universités au monde, les plus grands universitaires, des centres de recherche incroyables, mais dans le même pays, vous avez des gens qui peuvent faire manger dans le même pays. Et puis, il y a aussi des différences géographiques, parce que cette partie nord du Nigeria, qui est frontalière du Cameroun, est aussi celle qui se considère comme lésée. Et c'est ainsi qu'on a fait le lit. Le lit de cette misère a fait le lit. Vous êtes en train de nous dire ce qui explique que, justement, Boko Haram s'attaque à des collégiens? C'est un groupe, non, pas qui s'attaque à des collégiens, qui déstabilise l'État nigérian. C'est-à-dire, c'est une surenchère de la terreur, du mal et de l'absurde. En même temps, Gabriel, je vous interromps quelques secondes. La question est de savoir si cette offensive de l'armée nigérienne, vous savez, il y a quelques jours, contre la nébuleuse qu'on commente là ici même, est-ce qu'elle est efficace ou pas du tout? Est-ce qu'elle porte ses fruits ou pas du tout? C'est l'un des groupes les plus autistes au monde. En général, même l'argent, ils n'en veulent pas. Boko Haram massacre tout le temps et tue des gens. Même l'argent, des fois, ils n'en veulent pas. 87 personnes dans le Nord. Parce qu'ils ont des sources de revenus. revenus. On a le sentiment, parfois, est-ce qu'elle... Jean-Bernard Pinatel, alors, pardon. Tous les gens qui se sont penchés sur Boko Haram disent que c'est à la fois le groupe terroriste le plus barbare au monde, déjà, premièrement, et dont on ne comprend le moins... s'attaquer à un collège et à des collégiens, on comprend le moins la logique. Alors, il y a effectivement une logique sociale, puisque dans le début de 2002 à 2009, ils ont, au moment, tant que le fondateur Youssef était là, il y a eu ils ont essayé d'organiser et d'aider le peuple qui en manquait. Puis après la grande répression de 2009 et les grandes bagarres de 2009, ils ont basculé dans un terrorisme totalement aveugle. Alors avec quand même une certaine logique, étudiant Boko, c'est livres, Haram, c'est livres interdits. Donc s'attaquer à un collège quand on s'appelle Boko Haram, c'est quand même, comme tous les extrémistes, on ne veut pas avoir de gens qui ont un esprit critique. Puisque quand on a un esprit critique, comment accepter le terrorisme? Allez, on va passer à ce troisième sujet, messieurs. On a parlé du Mali.
D'accord, je sais que vous devez partir, vous devez nous quitter. Vous avez un avion à prendre. Eh oui, j'ai un avion à prendre. Eh bien, écoutez, on vous libère. Je vous salue comme ça. Écoutez, c'est bien. Il part pour Kidal. Non, écoutez, non, vous partez pas pour Kidal, si. Allez, merci à vous. Merci, Je le rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes d'ailleurs président de LP Conseil, animateur du blog Géopolitique et Géostratégie. À très bientôt ici même dans Ça fait débat. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon vol, bon voyage. Merci, au revoir. À très bientôt. On vous propose tout de suite ce sujet. On va traiter du contrôle au faciès. L'État français devant la justice pour la première fois. Regardez ce spot, le spot contrôle au faciès. Regardez et on commente l'actualité concernant la justice. À tout de suite. Chaque année, nous sommes des dizaines de milliers à subir l'humiliation et la violence des contrôles d'identité abusifs. Perte de temps, dans le meilleur des cas, ces contrôles mènent bien trop souvent à des accusations d'outrage et rébellion, à des coups. Voilà, mort. Derrière ces injustices, un déclencheur, le contrôle au faciès, moyen d'intimidation, pratique discriminatoire qui se fonde uniquement sur l'apparence des individus. Ces abus constituent une violation de nos droits les plus fondamentaux et du pacte républicain. Aujourd'hui, pour la première fois, le ministère de l'Intérieur doit répondre de ces abus devant les tribunaux. Dans le cadre des premières actions en justice contre l'État pour contrôle au faciès. Cette audience historique, nous y serons. Pour écouter le gouvernement tenter de nous expliquer pourquoi. Pourquoi un jeune noir a-t-il 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un jeune blanc? Pourquoi ma dignité vaut-elle moins que celle d'un autre? Pourquoi mon sexe me protège-t-il des contrôles d'identité? Pourquoi François Hollande, qui est censé être le président de tous les Français, tolère-t-il que nos valeurs républicaines soient bafouées? Pourquoi ma couleur de peau est-elle plus suspecte qu'une autre? Alors qu'il déclarait pendant la campagne des présidentielles que la voie qu'il nous proposait était celle de l'espérance dans la promesse républicaine. Pourquoi tant de morts lors des contrôles d'identité? Notre vie vaut-elle moins que celle des autres? Pourquoi suis-je moins suspect qu'un autre? Voilà le spot qui s'intitule Stop au contrôle au faciès. Messieurs, alors là, franchement, je vais tenter d'être polémiste aujourd'hui. Moi-même, je vais écouter, presque donner mon avis, parce que je suis lassé aujourd'hui, en 2013, y compris avec l'élection de François Hollande, presque surpris qu'on se doit encore de se battre et de monter au créneau auprès du ministère de l'Intérieur, auprès de l'État, auprès du président. Contrôle au faciès, messieurs. 13 plaignants déboutés face à l'État. 13 personnes avaient été assignées pour la première fois devant l'État. Et le ministère de l'Intérieur pour dénoncer une pratique discriminatoire. Le collectif Stop le contrôle au faciès a déjà annoncé sa volonté de faire appel. Messieurs, d'abord, commentaires, réactions face à cette actualité brûlante. Je parle d'une actualité qui est tombée hier. Ils ont fait une conférence de presse et ils en ont parlé hier clairement, les 13 plaignants déboutés. Gabriel, Makela. Oui, bon, je commence. Donc, c'est bien un peu écœurant de voir la France qui est très liée à l'Afrique, qui est très liée au monde arabe, et qui connaît effectivement les Africains et les Arabes, se réduit à ce niveau, franchement, des contrôles de faciès, ou quand on a une tête de blague, ou quand on a une tête d'arabe, alors que quand des Français, on le voit en Afrique, ils passent inaperçus, ils sont familiers aux gens. Les Africains, naturellement, ou bien les Arabes, naturellement, se sentent beaucoup plus proches des Français. Quand vous voyez dans des grandes compétitions, l'Afrique, dans son ensemble, soutient la France. Et curieusement, quand on vient en France, des choses comme ça se passent. Justement, je vais vous donner quelques exemples. Mansour Loum, qui nous a rejoint, il est le rédacteur en chef de Afrique Foot. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. N'hésitez pas, si vous voulez souhaiter prendre la parole sur le contrôle au faciès, il faut y aller. Hein. Franchement, là, Gabriel, parce que je vais vous dire, moi j'ai envie de parler de certaines choses. Gabriel, parlons. Mais parlons justement, regardez. Une personne qui témoigne, qui dit « Mais systématiquement, je sors de chez moi et quand elle sort de chez elle, et bien systématiquement, elle a la pression. Elle a l'impression d'être contrôlée, elle a l'impression d'être soumise à des policiers, etc. D'autres qui racontent leur vie au quotidien, qui disent qu'ils en ont ras-le-bol, justement, d'être stigmatisés et d'être pointés du doigt. Gabriel, ça vous fait bondir, ça vous fait réagir? Vous savez, ce sont des
Ce sont des questions auxquelles on a parfois été confrontés. Je me souviens, il y a longtemps, c'est vrai, j'étais plus jeune, j'allais voir, j'étais étudiant, j'allais voir un ami à Strasbourg et j'avais porté une casquette d'un club à 3 lettres, un club parisien. Et je me suis fait fouiller dans ce train, mais jusqu'à... À l'époque, il y avait des problèmes de supporters et tout ça. Vous êtes senti quoi, humilié? Oui. J'étais tout seul en plus, j'étais pas avec une bande. Qu'est-ce qu'on m'a contrôlé? J'ai jamais oublié ça. Et vous voyez, je voyageais sympathiquement avec des gens autour, on discutait. Quand la police est arrivée, c'est comme si j'avais fait quelque chose. Ils avaient même peur de me parler à nouveau. J'avais rien fait, on m'a contrôlé. Donc c'est quelque chose que je connais. Et c'est vrai que c'est choquant. Parce on que le vit très mal. Oui. Des gens peuvent se dire, oui, si on vous contrôle, c'est parce qu'on vous a vu dans une situation. J'étais dans un TGV, bien propre sur moi, peut-être que j'avais une casquette. Vous voyez, je cherche même une raison. Vous voulez dire que là, c'est le cliché, c'est ça? Je cherche même une raison pour expliquer pourquoi on m'a contrôlé, parce que je cherche à comprendre pourquoi. J'étais un jeune homme qui était assis, j'ai présenté ma carte d'étudiant, ça aurait déjà pu les rassurer. Mais non, ils ont continué, ils m'ont fouillé jusqu'aux chaussettes. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas. C'est quelque chose de révoltant et c'est un problème de mentalité. Parce qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ne sont pas familiers de nous, qui ont une immigration récente ou moins importante, mais où on n'assiste pas à des scènes comme ça. Absolument. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a une mentalité. Comment on combat la mentalité? Alors, comment, sinon par... Comment, messieurs, à part si Mansour, vous voulez réagir? Vous voulez dire un petit mot? Non, peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Gabriel Mbarka, c'est vrai que moi, il m'est arrivé une fois d'être contrôlé, peut-être que je suis passé entre les mains défilées, ça m'est arrivé qu'une fois. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant, on se demande surtout aussi pourquoi moi? Pourquoi moi, on est là, il y a plein de gens autour et pourquoi moi? C'est surtout ça, en fait. Et comme disait Gabriel, c'est vrai qu'on est là, et on cherche une raison à... On se dit, peut-être c'est parce que j'ai fait ça, peut-être parce que j'étais comme ça, et... Je pense qu'on l'a tous vécu, effectivement. On a tous autour du plateau ici des anecdotes. Alors, ma question, on va quand même essayer d'avoir une réflexion de fond. La prise de conscience des politiques, est-ce qu'elle est importante ou pas, messieurs? Et surtout, comment lutter contre les délits de faciès? Est-ce que les politiques doivent agir maintenant? Et puis, y compris le président de la République, François Hollande. Les politiques sont les reflets de leurs opinions publiques. C'est-à-dire que comme il y a une hypocrisie en France sur cette question migratoire, parce que c'est ce que ça cache, hein, n'ayons pas peur des mots, on est là en toute liberté d'expression, vous dites souvent. C'est-à-dire que les politiques, ils ne peuvent pas aller plus vite que l'opinion, souvent parce que les politiciens, ils font des calculs électoraux, tout ça. Rarement qu'un homme politique soit allé dans le sens contraire à l'opinion. Ça peut arriver, sur la peine de mort, on a vu, ou des choses comme ça. Mais sur cette question-là, on laissera encore un peu tatillon. Il faut voter à un moment donné. Et le débat, parce qu'il faut dire qu'il y avait... Mais Gabriel Mbarga, il s'est engagé pourtant, François Hollande. Souvenez-vous, lorsqu'il était candidat, c'était un des engagements, l'engagement 30 d'ailleurs. L'engagement 30, stopper et arrêter avec ce délit de faciès. Ce sont les promesses. Sauf qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, il est au pouvoir. Absolument. Les jeunes qui ont porté plainte lui reprochaient quoi? Dans la plainte des jeunes, il y avait un engagement de François Hollande qui était la remise d'un récépissé ou quelque chose comme ça à la fin du contrôle. Est-ce que c'est une solution pragmatique, ça, ou pas du tout? Honnêtement, je ne sais pas. L'histoire du récépissé. Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est sûr que si on ne prend pas un certain nombre de mesures concrètes, on ne combat pas les mentalités simplement en faisant des discours sur Télésud qu'ils ne regardent pas. Makela. Maintenant, ça fait débat. Il y a Télésud et la TNT. Numéro 1. Moi, c'est que je déplore en France. Donc maintenant, tu es beaucoup regardé. Alors attention à ce que tu dis, Gabriel Mbarka. Moi, c'est que je... Pardon, c'est plus fort que moi, Makela, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je déplore en France, c'est qu'il n'y a pas, en fait, au sein des forces paramilitaires, une éducation des droits de l'homme, une éducation... J'ai un fou rire. Mais non, mais j'ai un fou rire. Quel est à Gabriel Mbarga? Il n'y a pas de contrôle au faciès ici. La preuve, nous sommes 3, on a quand même retenu à dire. Bon, absolument. Je trouve déplorant, effectivement, que... J'ai chaud, au secours. Je trouve déplorant qu'en France... oui, vous allez en placer une, Makela, je vous rassure. C'est Gabriel. Oui, c'est même le chef. Ouais, c'est vrai. Donc, Makela, allez-y, Makela. Je trouve déplorant, effectivement, que... Vous trouvez déplorant? Oui, parce qu'il faut instaurer une éducation des droits humains au sein des forces paramilitaires. Or, ce qu'on constate en France, j'ai l'impression que des policiers instruits commettent de bavures policières à l'égard des gens du Maghreb, des gens d'Afrique noire. C'est indignant, comme ce qui se passe en France. Donc, je pense que les promesses, comme il a dit, les promesses électorales visaient juste à ce que... Les promesses électorales.
Ouais, en même temps, rien n'a changé, Makela. Rien n'a changé. Malheureusement, rien n'a changé, comme vous l'avez dit. Alors que faire et le mouvement associatif... On parlait de prise de conscience politique. Oui. Mouvement associatif d'un côté, oui. Effectivement, les militants, les acteurs. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si rien ne change? Il faut une sensibilisation, il faut des règles. Il faut des règles parce qu'on ne change pas les mentalités juste en faisant des discours. Les Américains avaient pris des mesures en faveur de l'affirmative act, discrimination positive. Ça, c'est sur un autre sujet. Je veux dire, quelquefois, quand la société ne suit pas, on prend des mesures, paf, et puis on fonce. Sur la même question, Sarkozy s'était engagé, il l'a pas fait, même s'il a pris des symboles entre-temps. Il a peut-être bougé... Il a parlé de discrimination positive. Oui, en son temps. Sur un autre sujet. Mais sur celui-là aussi, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Et puis, il y a des choses simples. Par exemple, sur l'histoire, est-ce qu'on enseigne en France la réalité de l'histoire de la France avec l'Afrique? Parce que quand on présente l'histoire d'un peuple qui a toujours été un peuple sans intelligence, le peuple, vous savez, le fameux discours de Dakar, on présente des gens qu'on ne peut pas respecter. Il faut présenter un homme qui, avant le 15e siècle, était au niveau de l'Europe. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Et que, quand on fait l'inventaire entre avant le choc de l'esclavage et après, c'est à ce moment qu'il y a le décalage qui se fait. Et pourquoi? C'est pas un hasard. Absolument, non, mais il a tout dit. En quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est obligé. Il faut aussi une forte culture des droits humains. Il faut une forte culture des droits humains au sein des différentes institutions de la France. Sans cela, je pense que la France restera en fait à la traînée du chemin par rapport aux pays dits civilisés, quoi. Je rappelle simplement pour donc, le procès qui a lieu hier, hein, l'État qui s'est retrouvé face à ce procès, contrôle aux faciès, 13 plaignants déboutés face à l'État. Voilà, c'est une affaire aussi, puisqu'ils ont décidé de faire appel. Messieurs, dernier sujet qu'on va commenter ici avant de retrouver notre invité ce soir dans Ça fait débat, le ministre de la Culture sénégalaise, monsieur Abdoul Aziz Mbaye, qui viendra commenter l'actualité sénégalaise, d'abord sur la pénurie d'eau, et puis parler de la culture. Ah, le spécialiste foot, nous allons parler foot. Gabriel Barga, il adore le foot. Ah bon, ça va. La casquette PSG. Parce que tout à l'heure, il a dit 3 lettres, on a bien compris que c'était le PSG, hein, n'est-ce pas? Bon, allez, le ministre tunisien des Sports, mis en cause dans une affaire de corruption. L'enquête est en cours, mais on va tout comprendre avec le rédacteur en chef qui est parmi nous ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il s'appelle Mansour Loum. Donc, pour faire l'histoire courte, on va dire, en fait, à la base de ce problème, il y a d'abord un conflit entre deux hommes. D'un côté, donc, Tarek Dieb, qui est le ministre des Sports tunisien, et de l'autre côté, Wadi El Geri, qui est le président de la Fédération tunisienne. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près autour du 10 septembre, après l'élimination, ce qui était du moins à la base l'élimination de la Tunisie pour les barrages de la Coupe du Monde. Élimination par le Cap-Vert. À ce moment-là. J'aime bien, t'as vu là comment il savoure ce... Allez-y, Mansour. Bon, après, c'était avant tout ce qui s'est passé ensuite avec la modification du résultat et la qualification de la Tunisie. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette élimination, donc, le ministre a eu une sortie médiatique assez virulente à propos du président de la Fédération, qu'il a ouvertement critiqué et un petit peu poussé à la démission. Après cela, donc, le président de la Fédération a forcément riposté en qualifiant le ministre d'incompétent, en mettant en avant la mauvaise gestion de son ministère, etc. Mais il s'agit de faire quoi? Éliminer la Tunisie, par exemple, là? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, donc, le ministre des Sports tunisien a envoyé une lettre à la FIFA pour faire dissoudre tout simplement la Fédération tunisienne. Donc, dissolution de l'Assemblée de la Fédération tunisienne, qui implique de nouvelles élections, du coup, donc faire partir son opposant, Wadi El Geri. Le ministre, rappelons-le, il dément. Voilà. Le ministre des Sports. Le ministre, pour l'instant, il dément. Voilà ce qui s'est passé. Et donc... Mais vous, avec votre regard de journaliste sur Afrique Foot, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que vous racontez? Il dément, selon vous, allez? Il y a présomption d'innocence pour l'instant. Présomption d'innocence. Il y a présomption d'innocence. Après, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que le ministre est accusé de corruption? C'est qu'il y a le président de la Ligue de Sfax du Sud qui a affirmé à la radio tunisienne qu'il y a un joueur camerounais, donc qui s'appelle de mémoire Mohamed Ayatou, qui affirme avoir été approché par le ministre des Sports donc, et l'entourage de ce ministre pour lui contacter l'arbitre du match qui va opposer la Tunisie et le Cameroun pour faire perdre la Tunisie. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas pour faire gagner la Tunisie, mais pour faire perdre la Tunisie. C'est compliqué, mais alors, en même temps... qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est quoi qui se trame? Parce qu'on aimerait comprendre, effectivement. Exactement. Comme le ministre n'a pas pu faire dissoudre la fédération via la FIFA, ce qu'il comptait faire, c'est donc, entre guillemets, si c'est vérifié, c'est donc faire perdre la Tunisie. Si la Tunisie perd, elle est éliminée pour le mondial, donc colère des supporters, remise en question, on va attaquer la fédération et donc pousser quelque part à la démission du bureau actuel et donc avoir des élections.
Messieurs, ça vous fait réagir? Oui, ça peut me faire réagir parce que vous savez, j'ai vécu aussi en Tunisie, hein, donc je connaissais un peu l'antagonisme entre club africain et l'Espérance du Tunis. C'est vrai, vous connaissez bien, oui, effectivement. Oui. Donc du coup, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que la querelle se transpose à ces niveaux où vous savez, les Tunisiens sont beaucoup plus attachés au football. Exactement. Depuis la victoire de 2004, on n'a jamais vu l'équipe tunisienne à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou bien au niveau international. Donc aujourd'hui, si le ministre Tarek Diep il essaye quelque part de vouloir en vouloir à la Fédération tunisienne de football, ça montre effectivement qu'il y a un clash entre les deux personnalités. Et il a bien expliqué tout à l'heure dans son récit. Hein, ce qui est écœurant aujourd'hui, c'est que je trouve aberrant que les Tunisiens qui sont attachés au football, subitement, le ministre souhaite la défaite de l'équipe nationale des Aigles de Carthage pour dissoudre franchement la Fédération nationale. C'est étonnant parce que je m'en souviens très bien, j'étais en échange avec une amie tunisienne qui est au Canada. Elle m'a dit, Kaïla, on est éliminé de la CAN, de la Coupe du Monde, etc. Franchement, c'est frustrant. Là, on ferme la télé, quoi. Ouais. Donc, franchement, ça irrite. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est vrai, et peut-être que vous allez tenter d'y répondre, Mansour Loum et Gabriel Mbarga et Makela, est-ce que le gouvernement, il n'est pas plongé dans une affaire là de corruption? Gabriel? Moi, si je l'ai bien suivi, il me semble qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème interne, une rivalité entre deux hommes à l'intérieur du football tunisien. Ensuite, la rivalité se poursuit sur la scène internationale, et notamment africaine, et le ministre essaye de tacler le dirigeant de la fédération à travers les résultats de l'équipe. Mais derrière cette affaire, il y a une affaire à l'international de corruption sur un joueur. Vous avez cité le nom d'un joueur qui peut être très connu du côté du Cameroun. Si vous avez cité le nom précis... Il joue en Libye. Il joue même pas au Cameroun, il joue en Libye. Ah, vous savez, vous savez, il y en a beaucoup qui sont partis. Ce sont les meilleurs qui s'en vont. Bon, très bien. Donc, comment dirais-je, c'est dans l'optique d'un match qui arrive. C'est un match qui arrive. C'est un match qui arrive. Non, mais dimanche, dans une semaine. Même pas, non, dans quelques jours. Non, dimanche le 13, pour les barrages aller à la Coupe du Monde. Moi, ce que je constate sur le football africain, et même mondial, mais ça se pratique beaucoup en Afrique, c'est que la FIFA est une organisation, c'est une espèce d'État dans les États. C'est-à-dire que les fédérations ont un de ces pouvoirs, au-delà de la rivalité qui affronte les deux hommes, qui oppose les deux hommes. Les fédérations de football national ont un pouvoir qui échappe totalement à l'État. Mais pourquoi ? Et donc, ça fait qu'il y a un problème structurel entre ces deux institutions qui sont les fédérations et l'État, à travers le ministère des Sports. Et puis souvent, il y a des rivalités entre les ministres, d'autant plus que le football est une question hautement politique en Afrique. Justement, plus globalement, messieurs, s'il vous plaît, le monde du football, finalement, la question que je vous pose, c'est est-il transparent ? Et puis, le foot et business, est-ce qu'ils font bon ménage, Mansour Loum ? Le monde du football est-il transparent ? Mais... Sur le faire taper, vous. Hein. Mais comment dire, quand on voit qu'à la tête de la FIFA, il y a des affaires de corruption, des scandales à partir du moment où même la tête de l'appareil qui est censé diriger le tout par la suite est touché par ce phénomène de corruption. C'est Blatter, on n'a pas peur de lui. Je ne voulais pas dire son nom, mais voilà, le nom est lâché. C'est ça. Donc, quand on voit que déjà à la tête de cet appareil, il y a des problèmes de corruption, on peut forcément se poser la question pour le reste. Allez, la conclusion, Makela. Le foot n'est pas transparent, étant donné qu'il a évoqué... Foot et business font-ils bon ménage ? Ça fait bon ménage, je dirais, oui. Ah bon ? Oui. Ça fait bon ménage. Vous partagez ? Le football rapporte beaucoup d'argent, donc le business et le foot vont naturellement de pair. Mais il y a un niveau où ça peut devenir mafieux, notamment au niveau de l'attribution des compétitions. Exactement. On l'a vu sur le Qatar. Et le foot aussi, c'est un outil politique. On a vu que la FIFA compte plus de membres que l'ONU, par exemple, et quelquefois a reconnu des pays avant l'ONU. Et puis on voit la pratique du pouvoir dans ces organisations. Exact. Ils sont attachés au pouvoir comme certains chefs d'État. On le voit à la CAF, même si c'est mon tonton, et puis on le voit au niveau de la FIFA également. Sayatou est président de la CAF depuis 1987 ou 88 quand même. Après, c'est mars. Et moi, j'ajoute qu'il n'y a pas d'alternance à la tête de la CAF. C'est bien déplorable. Ni de la FIFA. Ni de la FIFA. Allez, pop, messieurs, merci à Mansour Loum. Vous êtes rédacteur en chef d'Afrique Foot. Afrique Foot, c'est très ça. Suivi, avec effectivement. Avec un cas, absolument. Merci de le souligner. Merci au célèbre blogueur qui s'appelle Makela Ngebla. Vous êtes journaliste et blogueur. Merci, Adel. Vous êtes d'origine tchadienne ou tchadienne tout court. Tchadienne, oui. Gabriel Mbarga, la semaine prochaine. La semaine prochaine avec le Cameroun qualifié sur tapis vert. Oh là là
là, affaire à suivre. Allez, tout de suite, nous retrouvons notre invité. Il s'agit de monsieur Abdoulaziz Mbaye. Il est le ministre de la Culture sénégalaise. C'est ici que ça se passe. Il va tenter de répondre à nos questions dans la seconde partie et dernière ligne droite de Ça fait débat. Ne bougez pas, restez avec nous. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, merci d'être avec nous. Vous pouvez commenter l'actualité et réagir à l'actualité. Vous le savez, sur la page Facebook, Ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est F Débat, notre invité ce soir. Dans Ça fait débat sur Télé Sud, eh bien, il s'agit du ministre de la Culture, le tout nouveau ministre de la Culture sénégalais. Oui, tout Absolument. nouveau. Oui. Tout nouveau appel, là, vous avez pris possession, ça y est, des lieux, des locaux. Ah oui, je suis quand même ministre de la Culture depuis quelque temps. Bon. On m'a rajouté le patrimoine cette fois-ci. Absolument. Monsieur Abdoulaziz Mbaye, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Alors dites-moi, d'abord je vais vous faire réagir. On va parler d'un certain nombre de sujets, de thématiques, notamment la francophonie, qui, je pense, vous avez d'ores et déjà commencé à travailler dessus, beaucoup, je pense. Oui. On va en parler. Alors depuis 2 semaines, monsieur le ministre, depuis 2 semaines exactement, la région de Dakar, vous le savez, elle est secouée par une pénurie d'eau potable. Une situation qui a poussé, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, une partie de la population à descendre dans la rue pour dénoncer ces manquements. Franchement, c'est terrible ce qui se passe à Dakar, c'est terrible. Monsieur le ministre. Qu'est-ce que peut apporter là le président Macky Sall? Mais le président Macky Sall peut... Au point où il a été obligé d'écourter son séjour aux USA. Oui, ça montre sa préoccupation de la situation dans laquelle vivent les Sénégalais. La première chose, la plus importante, c'est d'être aux côtés des Sénégalais, en permanence dans ce moment de difficulté. Ils n'ont pas le sentiment que vous êtes justement, que vous partagez ce moment-là. Ils ont le sentiment plutôt que là, en descendant dans la rue pour dénoncer ces manquements, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. Ils descendent pour demander que le problème soit résolu le plus rapidement possible. Mais ils savent très bien qu'une pièce, c'est brisé dans un système. Ce système, vous me direz, pourrait être redondant, triplement redondant pour éviter que le problème se passe. Mais le problème est là. Le problème doit prendre quelque temps pour être résolu. Mais comment vous jugez la situation, monsieur le ministre? Dans l'urgence... Pardonnez-moi, comment vous jugez? C'est une situation inquiétante, préoccupante ou pas du tout? C'est une situation difficile, mais il faut rester aux côtés des citoyens sénégalais, leur apporter notre soutien. Par exemple, en apportant de l'eau potable gratuitement. Nous essayons de mobiliser tous les efforts possibles aujourd'hui pour apporter de l'eau potable gratuitement auprès des Sénégalais. Certes, les robinets ne sont pas ouverts, mais on essaie de trouver de l'eau là où on peut pour essayer de l'amener, à l'apporter aux Sénégalais. Ça, c'est la réponse la plus immédiate à faire. Pourquoi? Parce que simplement, ce système qui est brisé doit être réparé. Mais est-ce qu'il va y avoir des annonces, là, notamment du président Macky Sall? Est-ce qu'il va y avoir des annonces de fête là, dans les jours à venir? Mais quelle annonce voulez-vous? Quelle annonce voulez-vous? Ce qui se passe aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un dispositif, justement? Voilà, il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la conduite d'eau qui part du lac de Guiers dans le nord du Sénégal à Dakar, ce canal, ce conduit soit réparé. Une fois réparé, le problème est résolu. Il se trouve simplement qu'une pièce qui était supposée durer une trentaine d'années n'a duré que 10 ans. Là, il y a un problème de technologie qui se pose. Il y a un problème certainement de choisir des systèmes aussi redondants que possible pour éviter que, quand il y a un problème, que ce soit un problème Dernière question sur cette actualité brûlante, monsieur le ministre. Justement, c'est dans ce cadre-là que le mouvement Y en a marre, vous en avez entendu parler. Ils ont décidé par la voix de Malal Talla, Aliou Fou Malade, vous savez, cet artiste, annonce un rassemblement national tous les jours, justement, pour protester contre cette pénurie d'eau. Vous leur répondez quoi, en quelques mots? En quelques mots, il faut avoir une attitude simplement réaliste. Ils le disent. Crie, Dakar a soif et faim. Ça, c'est le réalisme. Y en a marre reprend du service. Y en a marre n'a jamais perdu du service. Y en a marre travaille tous les jours à Dakar. C'est les mêmes jeunes qui ont vécu une situation difficile qui continuent à regarder les progrès se faire. On a fait des progrès, beaucoup de progrès depuis le 25 mars 2012. Mais ces progrès-là n'ont pas été suffisants, peut-être, mais ils vont être accélérés. On a changé de gouvernement récemment pour accélérer le processus de changement. Y en a marre, c'est ça. Les Sénégalais savent ça. Nous sommes là pour résoudre des problèmes et ces problèmes, nous les prenons à bras-le-corps et nous ferons que ça soit résolu. Mais structurellement, pas seulement colmaté, résolu pour de bon. C'est ça qui est important. Donc vous leur répondez quoi concrètement? On leur répond, l'eau viendra. Pour le moment, vous prendrez l'eau qu'on apporte à vous
demain, l'eau vous viendra par le canal qu'on aura réparé. Voilà la réponse la plus rigoureuse qu'il faut donner aux gens. Allez, parlons de vos fonctions. Vous êtes ministre de la Culture, monsieur Abdoulaziz Mbaye. Alors, vous êtes arrivé, et à peine nommé. Vous, alors, ça m'a frappé, moi. J'ai noté ça et j'ai vu que ça avait fait du buzz sur la toile, sur les réseaux sociaux. À peine vous avez été nommé, vous avez dit cette fameuse phrase, à peine arrivé au pouvoir, que les télévisions françaises, lapsus, les télévisions sénégalaises étaient nulles. Pourquoi vous les trouvez pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, pas à la hauteur de leurs ambitions? Je n'ai pas formulé cela comme cela, en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que nous essayons de faire que nos télévisions aient un contenu encore plus culturellement relevant de Alors chez pour nous. le coup, là, ça s'inscrit dans votre mission. Ça s'inscrit dans notre mission. Qu'est-ce que vous reprochez? On va essayer d'y apporter peut-être un peu plus. On va juste poser le cadre un peu pendant quelques secondes. Pourquoi avoir fait ce reproche aux télévisions sénégalaises? Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, par exemple, on devrait diffuser plus de production sénégalaise. Production sénégalaise. Et nous essayons d'encourager cette production. C'est pour ça que le président de la République, M. Macky Sall, a mis en place un fonds d'aide, un fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Il a abondé ce fonds d'1 milliard tout de suite pour aider la production cinématographique et audiovisuelle sénégalaise. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette télévision? Que souhaitez-vous? Quel reflet souhaitez-vous pour cette télévision sénégalaise? Production de qualité. C'est aux artistes de choisir la production. On n'est plus à l'ère où l'État définissait le contenu que doit avoir une télévision. Mais la qualité, tout le monde peut en juger. Vous la qualifiez comment aujourd'hui, cette télévision sénégalaise? De médiocre, de moyen, de passable, de peu mieux faire? Mais pourquoi ne pas dire simplement que, comme toute société humaine, nous voulons améliorer ce que nous faisons déjà? Tout ce que nous faisons, nous voulons l'améliorer. Nous voulons aussi améliorer notre télévision. En 2015, on va passer là-bas au numérique au Sénégal. Donc là, c'est votre portefeuille. Il s'agit de votre portefeuille, ministre de la Culture. Vous allez accompagner les télévisions sénégalaises? On va accompagner la production sénégalaise en matière cinématographique et audiovisuelle. On va l'accompagner pour faire de la qualité au Sénégal parce que nous avons d'ailleurs tellement de qualité au Sénégal que cette année, nous avons pratiquement raflé l'essentiel de cette Vous en appelez à tous les producteurs qui vous regardent ce soir? Évidemment, nous venons de lancer le 20 août dernier, le 20 septembre dernier, nous venons de lancer l'appel à proposition pour la mise en œuvre du fonds de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles. Nous le faisons pourquoi? Ces fonds seront disponibles en 2014. Mais pour gagner du temps, nous avons préféré lancer l'appel à proposition maintenant, être en mesure de juger tout avant la fin de l'année, pour que dès le début de l'année, dès que les budgets sont en place, on puisse délivrer l'argent aux producteurs qui nous produisent des meilleurs. Donc ça, c'est un dispositif que vous allez mettre en place d'ores et déjà, qui est déjà en place? Qui est déjà en place. Qui est déjà en place. Parlons des artistes, des droits d'auteur et des artistes. Je pense, là, il me semble que vous allez lancer un gros chantier. Ça, on a lancé déjà. On a lancé depuis janvier 2013. On a lancé un chantier qui porte essentiellement sur deux choses. Le statut. Pourtant, là encore, ils vous ont interpellé, les droits d'auteur et les artistes. Oui, mais ils vous ont sollicité. Ils ne nous ont pas sollicité. Et on a trouvé qu'au Sénégal, il y avait une loi qui avait été votée en 2008 déjà, alors que le président actuel était Premier ministre. Oui. Et cette loi, nous la mettons en œuvre. Elle n'avait jamais été mise en œuvre. Donc maintenant, nous essayons de mettre en place la nouvelle société de gestion des droits d'auteur et droits voisins des artistes. Droits d'auteur et droits voisins, ça veut dire que droits voisins, c'est les interprètes, tout ce qui est théâtre, etc., va pouvoir entrer. C'est la peinture, tout ce qui est graphique va pouvoir entrer avec le fait que... Et là encore, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous parlez d'une économie de la culture libérale. Mais ce langage-là, personne ne le comprend. Elle est la plus compréhensible possible. Une économie de la culture, c'est que nous devons regarder ce qui se passe dans nos économies. Il s'y passe des choses qu'on ne soupçonne pas. 6,8% de l'économie américaine est créative et d'origine culturelle. 2,5% de l'économie française est créative et d'origine culturelle. Pourquoi le Sénégal ne devrait-elle pas avoir une politique qui tende à affermir, solidifier sa politique culturelle? Bien sûr, absolument, monsieur le ministre, j'entends bien, mais est-ce que vous avez l'ambition, cette ambition, je l'entends, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous faites référence aux Américains et aux Français? Est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? On a les moyens de l'ambition que nous nous donnons. Aujourd'hui, nous partirons avec ce que nous avons, mais nous partirons quand même
Même si on fait un petit pas, on aura fait un petit pas vers la bonne direction. Le statut de l'artiste, je viens d'en parler. Ça, c'est quand j'ai parlé de la société de gestion, je parle du revenu des artistes. Mais le statut de l'artiste dans une société, c'est d'abord la reconnaissance qu'on a de l'artiste, mais aussi la protection sociale que l'artiste a, et aussi la protection de maladie, etc. Les artistes chez nous ne sont pas protégés de cette manière. Il nous faut avancer vite sur ce terrain-là. J'entends bien, mais quelle est votre idée? Je veux juste peut-être prendre le temps de la développer. En gros, pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, et notamment les artistes, quel est votre objectif à terme pour les artistes et quel est votre chantier prioritaire concernant le ministre de la Culture? Le ministre de la Culture au Sénégal, aujourd'hui, a un objectif simple qui lui a été donné par le chef de l'État. Le jour où il m'a nommé, en fait, en fin 2012, il m'a expliqué la phrase suivante simple. Il faut donner aux artistes les moyens de vivre de leur art. Vivre de leur art. Ça, c'est la même chose. Et c'est ce que vous voulez faire appliquer? C'est deux choses. C'est d'abord faire que leurs revenus leur reviennent, comme de droit. C'est la nouvelle société de gestion. Vous les avez reçus, Monsieur le Ministre, récemment, Je reçois les artistes, les producteurs, vous les avez reçus? Je reçois les gens tout le temps. Depuis que vous avez été nommé? Oui, et cette semaine, je vais faire encore des séminaires avec eux, avec les écrivains, avec les peintres, avec d'autres artistes, les musiciens. Je reçois tout le monde dans mon bureau. Je reçois les gens de la culture urbaine, de la culture traditionnelle. Allez, il nous reste, vous savez, ça va très très vite l'entretien du jour. Justement, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Monsieur le Ministre, le Sénégal est plutôt à la pointe puisqu'il existe maintenant depuis quelques mois, vous savez, la construction d'une vraie structure privée, bien sûr, hein, ou accompagnée par le Liberty. Vous connaissez? Oui, vous en avez très beau parler projet. Très beau projet, porté par Didier Awadi, rappeur vedette sénégalais. Par un artiste sénégalais. Absolument. Un investisseur sénégalais. Un investisseur sénégalais et des partenaires à l'extérieur. Et un partenaire qui s'appelle Marc. Alors, salle de concert, high-tech, studio, télévision professionnelle, des résidents artistes. Mais alors c'est bien beau tout ça. Ça contribue évidemment à l'essor culturel sénégalais. D'accord? Mais vous, ministre de la Culture, ma question va être très concrète, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous comptez faire auprès de cette structure privée? J'entends bien, mais est-ce que vous comptez les accompagner, par exemple? Est-ce que vous accompagnez ces structures? On les accompagne déjà dans le processus de mise en œuvre de ce projet. De quelle façon? Financière ou Pas financière. Ce n'est pas souvent la finance seulement qui pose problème. Ici, il s'agissait d'accompagner des gens qui avaient déjà pris une décision, la décision de refaire vivre un ancien cinéma sénégalais pour en faire un bijou technologique. Vous regrettez que ce ne soit pas une œuvre publique? Non, que cette initiative ne soit pas prise, par exemple, par l'État sénégalais? Notre part dans la politique de remise en état du cinéma sénégalais, c'est d'une part de promouvoir la production, mais d'autre part de laisser le secteur privé promouvoir la production, mais aussi les salles de cinéma. Et ici, on a une initiative qui va faire un excellent effet en mettant en place une salle ultramoderne de production cinématographique et audiovisuelle. Donc, ceci est très important pour nous. Donc, vous comptez les accompagner? On les accompagne. Et j'espère qu'ils finiront à temps leur projet pour pouvoir servir à la francophonie, au sommet de la francophonie. C'est quelque chose qui participe aussi à l'avancée culturelle du pays? Vous savez, les infrastructures culturelles vont nécessairement participer à l'avancée culturelle du pays. Le Sénégal est demandeur de cela. Et que ces projets-là doivent fleurir dans tous les coins du Sénégal. Parce que le secteur privé, l'initiative privée a toute sa part dans ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous voulez faire à terme? Vous voulez que le Sénégal, Dakar, devienne la référence culturelle de la région ouest de l'Afrique? Dakar l'est un peu par son histoire. Beaucoup d'écrivains, à commencer par Léopold Sédar Senghor, beaucoup de lieux d'expression libre, notre démocratie est vivante et vibrante. Donc, on a beaucoup de choses déjà établies à Dakar pour faire de nous une société avancée. Mais il nous faut être là, le pôle culturel de référence. Ceci veut dire qu'il nous faut avoir les infrastructures nécessaires pour attirer les meilleurs créateurs. Aujourd'hui, on a une grande salle qui s'appelle le Grand Théâtre, qui est capable de recueillir beaucoup de gens. Nous tentons d'ailleurs de recueillir Béjar, la troupe de Béjar, pour revenir se produire à Dakar. Voilà toutes les initiatives que pour faire de Dakar une grande ville. Le ministre, dernier chapitre, on va parler de la francophonie. D'accord prochainement, là, en novembre 2014, vous allez accueillir donc le 15e sommet de la francophonie. Il me semble que vous vouliez y donner peut-être une tonalité différente. C'est-à-dire y accorder et rendre hommage à M. Diouf. Pour quelle raison? Parce que M. Diouf, d'abord, c'est notre ancien président de la République et c'est un homme dont le Sénégal est fier.
Et voilà un homme qui a montré qu'on peut quitter le pouvoir en étant utile au monde. La vie d'un président de la République n'est pas une finalité. Donc, il est allé comme secrétaire général de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a fait de l'OIF aujourd'hui un acteur des relations internationales, un acteur crédible, participant aux élections, participant au retour à la paix dans beaucoup de pays, au maintien de la paix dans d'autres pays par le biais d'assistance, etc., etc. Donc voilà une organisation sous M. Diouf qui a gagné une vie. Quand il quitte cette organisation, ceci doit être magnifié. Et vous voulez lui rendre hommage à votre manière? Mais ça se passe au Sénégal. C'est quand même le pays où... Est-ce que vous pouvez nous livrer juste peut-être une petite exclusivité à quoi on peut s'attendre dans le cadre de ce sommet de la francophonie à Dakar? À une belle fête. Est-ce que vous pouvez nous livrer juste un truc croustillant pour nous? Ce sera une belle fête, culturellement justifiée, culturellement soutenue. La francophonie toujours au cœur? La francophonie, vous savez, la francophonie, c'est une plateforme d'expression des diversités culturelles. Donc, nous ne ferons que... Est-ce que le combat de la langue française sera toujours au cœur des débats? Vous savez, la langue française est une langue de partage. C'est une langue commune à ceux qui participent. Ce n'est pas une langue unique à ceux qui participent. Allez, monsieur le ministre, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Allez, monsieur le ministre, qu'on représente pour vous l'Afrique? Un mot, pas une phrase, un mot. Un continent à venir. L'Afrique, quelle priorité pour vous, monsieur le ministre? Gagner le combat du développement. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? La fraternité, l'amitié. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? C'est du possible. C'est du possible. Oui. Et enfin, pour celles et ceux qui vous regardent, un dernier mot? En tout cas, le Sénégal veut être porteur de tous ces messages-là. Je pense qu'on l'a bien compris ici même dans Ça fait débat. Monsieur Abdoulaziz Mbaye, vous êtes le ministre de la Culture et du Patrimoine d'ailleurs, au Sénégal, sénégalaise. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous allons regarder tout ça avec attention et puis nous serons peut-être certainement présents aussi dans le cadre du sommet de la francophonie. Absolument. Merci d'être passé ici même dans Ça fait débat. Je vous le rappelle à tous celles et ceux qui nous retrouvent, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Je vous retrouve donc jeudi prochain, même lieu, même rendez-vous ici même sur Télésud dans Ça fait débat. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.